Les atypiques du cerveau, c'est votre podcast et cofondatrice, vous l'avez évoqué sur ce plateau, du collectif des réseaux de diversité cognitive au travail. C'est un plaisir de vous accueillir. Quand même, les atypiques du cerveau, enfin on revient au cerveau, ce sont des êtres humains qui sont quoi, dotés d'un cerveau différent. Enfin, ils sont nés avec, c'est leur culture familiale ou c'est de naissance? Est-ce qu'on a des infos? Moi, je l'appelle les atypiques du cerveau parce que c'est vrai que je parle de la neurodiversité dans son ensemble, donc pas que le nom, quel que soit le nom qu'on donne, mais aussi des personnes qui ont un trouble de déficit de l'attention, les personnes qui sont sur le spectre autistique, les personnes qui ont un trouble 10, dyslexie, la grande palette. C'est vrai que voilà, atypique du cerveau parce que tout simplement, et ça peut il y a des tas d'études, des IRM, etc., qui prouvent qu'il y a un câblage, pour le dire très simplement, un câblage différent du point de vue des neurones, de la rapidité, enfin, il y a plusieurs spécificités selon. Et ça, on peut le détecter avec une machine, on voit. Oui, ça c'est visible, donc ça a une existence, même si c'est une différence invisible. Et c'est là où je pense que tous les enjeux se jouent en entreprise, parce que comme c'est invisible, c'est pas évident de savoir. Pour être directement concerné, alors il y a évidemment, je déteste les généralités et les cases, donc ça peut dépendre évidemment des personnes. Il peut en avoir en souffrance, comme il peut en avoir aussi qui ne seront jamais au courant de leurs différences. C'est ce que tout à l'heure je l'évoquais, on ne sait pas qu'on est au potentiel. En fait, on peut le savoir que si à un moment donné on s'est senti en décalage, et ça va dépendre aussi de l'environnement. De me sentir en décalage? Oui, ça m'est arrivé, mais en fait je ne savais pas forcément au départ à quoi l'attribuer. Et oui, c'est très gênant en fait. Voilà, ça s'est fait en fait un peu par hasard, d'ailleurs avec une discussion avec un collègue qui m'a dit mais est-ce que toi tu ne serais pas concerné par la douance? Je ne connaissais pas le terme. La douance. Voilà, j'ai dit je suis nulle en maths, donc non. Oui. Il y a surdouement, douance, au potentiel. Il y a plein de mots en fait. C'est ça, il y a plein de mots. Et donc personnellement, mon premier réflexe, en plus j'étais en plein dans le stéréotype, j'ai dit je suis nulle en maths, donc je ne pense pas. Et après, deuxième stéréotype, j'ai dit à la limite peut-être mon frère, parce qu'il y a un autre sujet sur les femmes. On n'aura probablement pas le temps d'en parler, mais il y a aussi quelque chose de très important là-dessus, qui est que quelle que soit d'ailleurs la différence cognitive, on sait que sur la diversité cognitive, il y a en moyenne une femme qui est testée, qui est au courant de sa différence pour 4 hommes. Parce que alors là, on rentre sur les notions justement de suradaptation, qui est un sujet aussi très important, que ce soit sur le haut potentiel intellectuel ou sur d'autres. C'est-à-dire qu'on arrive à compenser. L'entreprise, c'est ça. Quand je dis que parfois on ne se rend pas compte, c'est-à-dire qu'on peut se suradapter sans même se rendre compte qu'on se suradapte. Un peu. On se cache, on se retient. On rentre dans les cases de l'entreprise, dans des normes, dans des codes. Voilà. Et alors, ça peut en effet parfois mener à un burn-out. On peut s'y perdre. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. On peut, sinon, ne pas s'y perdre. En tout cas, avoir un coût en énergie qui va être plus fort que d'autres. On parle sur d'autres sujets d'autisme au féminin ou de troubles déficit de l'attention au féminin, non pas parce qu'il est différent par rapport au sexe, et c'est un autre débat qui avait eu lieu, qui maintenant a un peu passé sur le potentiel intellectuel, qui est de dire, c'est pas tant que ce soit différent parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, mais parce qu'on a appris aux petites filles, par exemple, à être moins turbulentes en classe. Donc, on leur a appris à se canaliser. Et l'hyperactivité va plus être dans la rêverie ou des choses comme ça. Donc, elle se voit moins. Donc, ça se voit moins, ça dérange moins. Exactement. En tout cas, et comme ça dérange moins. Tiens, comment on fait? On les canalise, on leur redonne des clés, des codes, où on dit à l'entreprise, appuyez-vous sur eux, et si vous êtes malin, vous pouvez en tirer beaucoup, Mélodie. Oui. Et Lydie ensuite. Oui, alors justement, par exemple, avec le réseau de diversité cognitive au travail, on l'a créé donc, entre plusieurs personnes dans plusieurs entreprises. Ce sont des salariés qui ont créé ça dans leur entreprise pour échanger donc, sur le sujet de diversité cognitive au global, mais dont le haut potentiel intellectuel, parce qu'il y avait un manque dans certaines entreprises, un besoin qui n'était pas adressé. Mettre des mots sur des actes, quoi. En revanche, en tout cas, mon point de vue, c'est pas tant de se dire c'est à l'entreprise de s'adapter ou c'est à la personne de s'adapter, c'est une question de faire des pas des deux côtés. Et de toute façon, que ce soit le manager ou le salarié, on ne peut pas changer les personnes. En revanche, l'entreprise, sur quoi elle a la main? Elle a la main sur l'environnement de travail. Elle a la main pour le rendre plus inclusif. Voilà, donc là-dessus, on peut travailler, on peut changer les process, les façons de faire, même les environnements au sens physique de travail, mais demander aux personnes de se suradapter, que ce soit le manager... Dans un sens ou dans un autre. Du point de vue de l'entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est que prendre en compte, alors évidemment les gens peuvent prendre sur eux, mais dans une certaine mesure, quand on est câblé différemment, de toute façon... câblé, c'est vraiment le mot. Voilà, on peut pas travailler sur tout là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça adresse, et là on en parle, le sujet de la qualité de vie au travail, la QVT. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un autre sujet qui intéresse et qui intéresse de plus en plus les entreprises et qui fait que maintenant, on parle de ces sujets de neurodiversité en entreprise, c'est la question de la performance. Parce qu'on sait que de toute façon, quand on emmène plus de diversité autour d'une table, on va emmener plus de performance.
l'expérience, il y a de nombreuses études sur le sujet. Et donc, quand on amène des gens qui sont câblés différemment, qui pensent différemment, évidemment, ça va amener différentes solutions. Après, la question, c'est est-ce que l'entreprise en tant que telle est prête à revoir ses normes, ses codes, ses façons de faire pour accueillir ces personnes. C'est bien ce que j'évoquais. C'est là où ça se rejoint. Être capable de les accueillir, mais véritablement de s'ouvrir. Dans mon réseau, avec tous les échanges que j'ai pu avoir, il y a des personnes qui ont moins mal ou plutôt bien, selon comment on se place, vécu cette période, parce que ça a permis aussi de se réapproprier, pour reprendre cet exemple-là, le temps de travail, le moment où on travaille, etc. Donc c'est pour ça que ça pose vraiment les questions des process et des fonctionnements. Et des cadres qu'on impose. Je connais des cas de personnes avec un manager qui a accepté, qui lui a dit écoute, moi, tant que ton travail est fait le matin, parce que travailler sur des tableaux Excel, etc., ça n'avait pas d'impact. Tant que c'était délivré, il a laissé faire. Et il s'est rendu compte, il m'a dit elle est 3 ou 4 fois plus performante comme ça. Donc finalement, en essayant, il y a rien perdu, il y a tout gagné. De la souplesse, de l'agilité et de l'adaptabilité à l'égard des personnes différentes.